Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous, avec l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à laquelle vous restez attachée. Bien sûr. C'est un honneur d'abord et puis un plaisir pour nous de vous entendre autour de cet anniversaire et sur l'évolution de nos métiers et de nos formations. On avait une série de questions à vous proposer, donc je vous pose d'emblée la première. Votre intervention précède une table ronde qui va approfondir chacune des trois identités qu'on estime constituer finalement l'identité générale de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la justice judiciaire et la protection de l'enfance. De votre point de vue, vous qui avez dirigé la PJJ pendant 3 ans, de votre point de vue, comment s'articulent ces trois identités? Y a-t-il des invariants? Y a-t-il au contraire des changements dans la manière dont la PJJ se place au sein de ces trois identités et les font s'articuler? Alors, je pense que les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse qu'enseigne votre belle école sont dans un cadre qui est effectivement bien posé, comme vous l'avez dit, l'État, la justice, l'éducation. Est-ce que ces enjeux sont contradictoires? Est-ce qu'ils correspondent, enfin, est-ce qu'ils répondent à des constantes ou est-ce qu'ils doivent s'adapter à des modifications? C'est un peu la question que vous me posez. De mon point de vue, et de ce que j'ai pu vivre à la protection judiciaire de la jeunesse, il existe des invariants auxquels notre institution doit faire face. Alors avec des aspects très positifs, la mission en elle-même. La mission est une mission qui exige à la fois vocation, investissement, mais dont la nature même suscite l'enthousiasme au sein du ministère de la Justice, par exemple. Nombreux sont les collègues des autres directions qui disent « Ah, vous avez de la chance de défendre cette mission-là ». C'est tout le versant, je dirais, noble du caractère éducatif de la mission de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour moi, et j'y reviendrai d'ailleurs, les autres aspects de service public et de justice ne le sont pas moins et ne représentent pas des enjeux inférieurs. L'autre invariant que je citerai, c'est les enfants auxquels nous avons affaire, qui ne changent pas tant que ça finalement, dans la mesure où, de mon point de vue, ils sont le reflet exact de la société que les adultes leur proposent, au sein de laquelle les adultes les font vivre. Et j'en veux pour preuve ce que j'avais observé à l'époque où j'étais directrice, au plan statistique. C'est-à-dire qu'on disait beaucoup, la délinquance des mineurs, elle augmente, la délinquance aux personnes augmente, en même temps que celle des biens diminuait d'ailleurs. Si on se place sur le temps long, d'abord on observe une certaine stabilité, et surtout on observe un parallélisme assez net du sens de la courbe entre les majeurs et les mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, effectivement, y compris dans leur délinquance, sont le reflet de la société des adultes. Et je pense que dans ce qui constitue notre modernité, c'est-à-dire quand même l'envahissement des réseaux sociaux, cette accélération du temps qui nous environne et qui, quelque part, peut gêner un peu la réflexion. C'est aussi des sujets auxquels il va falloir faire face. Tout ça, ça envahit les enfants au même titre que les adultes. Et puis, un autre invariant pour moi, c'est la peur que de temps quasi immémorial suscite la jeunesse auprès de la société dans laquelle elle grandit. Les adultes ont peur de leurs enfants, dans le sens où, si on regarde les médias, ce que j'avais fait un petit peu au moment où on avait travaillé sur la réforme de l'ordonnance de 45, on s'aperçoit que dès les années 1900, le début de la presse, le petit journal, il y a des articles où on dit oh, ces jeunes fainéants sont des jeunes criminels en devenir, où on dit que la délinquance des enfants, les Apaches, tout ça, c'est terrifiant. Et il y a une très belle iconographie à ce sujet dans Mauvaise graine, l'ouvrage qui a été soutenu par la protection judiciaire de la jeunesse et qui est tout à fait remarquable. Donc ça, pour moi, ce sont des invariants auxquels il faut qu'on fasse face.
Et puis, il y a des bouleversements. En fait, la protection judiciaire de la jeunesse, et c'est peut-être ce qui explique justement tous ces conflits entre les différentes identités de métiers. Eh bien, l'histoire de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a été abordée tout à l'heure, elle est traversée par de très intenses bouleversements. Il y a l'avant et l'après-ordonnance de 45. La position de l'éducation surveillée, douloureuse à certains égards, la séparation d'avec l'administration pénitentiaire, les années 70 qui sont quelque part au niveau des institutions, la concrétisation de la primauté de l'éducatif avec une prise de conscience, on va dire, des professionnels, des éducateurs de la PJJ, d'un certain nombre d'évolutions, les années 68, la révolution des années 68, un positionnement qui les interroge, notamment dans leur mission pénale, dans leur appartenance à la justice, et dans ce qui fait justement tout le conflit entre être un représentant de l'État, être en charge de la justice pénale des mineurs, et en même temps avoir un rôle éducatif à leur égard. Compatible? Pas compatible. Est-ce que l'action éducative dans le cadre pénal est possible? Est-ce qu'on peut susciter l'adhésion à un placement pénal, comme finalement c'est souhaitable, et c'est souhaité aussi d'ailleurs en protection de l'enfance. Et là-dessus, moi je voudrais faire état de mon expérience de juge des enfants, en disant que de mon point de vue, il est presque plus difficile de faire adhérer un mineur et sa famille à un placement civil qu'à un placement pénal. Parce qu'un placement pénal, il a une cause objective, un événement, un acte qui a été commis. C'est plus facile à accepter pour tout le monde parce que les parents ne se sentent pas remis en cause dans leur rôle de parents et l'enfant n'a pas de conflit de loyauté avec ses parents. Alors que dans un placement civil, c'est une dimension extrêmement forte et j'ai pu le vérifier encore récemment en m'entretenant avec des éducateurs de protection de l'enfance sur les effets du confinement. Ils avaient repéré que finalement, un certain nombre d'enfants, et pas un nombre négligeable, étaient soulagés de ne pas avoir à décider ou quelque part ou à se manifester pour ne pas retourner dans le milieu familial. Ils en étaient déchargés par la pandémie et le confinement. Voilà, alors je voulais vous faire une petite citation là-dessus. C'est Henri Gaillac, qui était magistrat, qui était inspecteur à l'éducation surveillée, qui a dit au 50e anniversaire de l'ordonnance de 45, une certaine action socio-éducative dans le cadre carcéral, puisque c'était à ce moment-là qu'on commençait à parler des futurs EPM, etc., qui reste possible et souhaitable, sera toujours limitée par les impératifs de sécurité. Il faut donc laisser cette action à l'administration qui a vocation à gérer les établissements de peine. C'était donc une façon de dire et de répondre un peu à ces différents enjeux. Par qui doit être menée finalement l'action éducative au pénal? Lui, il disait, on peut peut-être la laisser à l'administration pénitentiaire. C'est pas le choix qui a été fait parce que je pense qu'à l'époque, on a estimé que c'était quand même les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, avec toutes leurs connaissances au plan éducatif, qui étaient les plus adaptés pour le conduire, ce soutien éducatif. Et ça posait quand même la question, est-ce qu'on privilégie le statut ou le contenu? Et à qui doit profiter finalement, in fine, la décision qu'on prend? Limiter l'action éducative au pénal, moi, je n'y crois pas. Vous l'avez un peu compris peut-être. Je pense qu'au contraire, elle a toute sa place, qu'elle est essentielle, justement parce que dans protection judiciaire de la jeunesse, il y a protection. Et que cette protection, elle passe aussi par l'intervention dans un cadre pénal. Je ferai une deuxième citation qui permet de voir finalement le fond du problème. C'est un garde des Sceaux qui, en 1966, disait que l'éducation surveillée était un luxe de pays riches
et qui envisageait de confier toute l'assistance éducative à l'action sanitaire et sociale et, disait-il, de rattacher ce qui restait de l'éducation surveillée à la pénitentiaire. Alors, ce type de positionnement explique aussi sans doute le caractère inverse de la problématique qui s'est posée au juge des enfants. Au moment de la RGPP, dans les années 2007, quand il a été mars 2007, les 2 lois protection de l'enfance, prévention de la délinquance, où on a quand même frôlé la fin de la compétence du juge des enfants au civil et une unité de compétence au pénal. Alors que dans ce que moi j'ai défendu comme juge des enfants et tout au long de ma carrière concernant les mineurs, c'est que la double compétence est essentielle, puisque justement, c'est la personnalité du mineur qui doit être au cœur de l'action éducative, au civil, enfin au pénal comme au civil, et que cette personnalité, quand même très souvent, on a un dossier ouvert en protection avant d'avoir un dossier ouvert au pénal. Et en tout état de cause, la connaissance de ce qui a pu même échapper à l'instance administrative de protection ou à la justice des enfants en termes de protection aussi, est souvent repérée auprès des mineurs délinquants. J'en veux là encore pour preuve les travaux qui ont été faits par le CERC sur les mineurs placés en EPM, pardon, pas en EPM, en CEF, sur un nombre assez conséquent. On s'est rendu compte du pourcentage extrêmement élevé d'enfants qui avaient une problématique de protection ou qui avaient grandi dans un milieu violent. Voilà donc un petit peu ce qui me paraît être au cœur de ce débat des positionnements des éducateurs. Et je crois que chaque composante de leur statut professionnel a toute sa place. Merci. Alors, effectivement, vous avez beaucoup parlé de justice pénale des mineurs, et c'est en effet un identifiant très fort à la protection judiciaire de la jeunesse, personne n'en disconvient. Lorsque vous étiez directrice de la PJJ, Madeleine, vous vous êtes battue, cependant, pour que nous nous positionnions très fort sur les grands chantiers de la protection de l'enfance, ce que nous continuons à faire depuis 2020 également. Au-delà du travail d'élaboration et de consolidation du Code de la justice pénale des mineurs, qui a presque 1 an désormais, vous avez voulu que nous allions sur les chantiers, évidemment, de travail des mineurs non accompagnés, de la prostitution juvénile, de la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs, etc., etc. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui relever des défis majeurs, en tous les cas, que nous avons à affronter encore à la PJJ sur ces sujets-là, et du coup, pour nous, comme école, quelles leçons devons-nous en tirer en matière de formation? Alors, si j'ai beaucoup parlé de la justice pénale des mineurs, c'est parce que pour moi, elle est indissociable de la protection de l'enfance. Comme je l'ai déjà dit, il y a un lien prouvé entre les deux. Et je crois que si l'école peut œuvrer, comme elle l'a fait déjà, comme elle le fait déjà, mais peut-être encore en accentuant cette ouverture, cette diffusion de la connaissance auprès de tous les interlocuteurs de la justice des mineurs, c'est bien en insistant sur ce lien qui existe et sur ce lien primordial qui a été vu dès l'ordonnance de 45. N'oublions pas d'ailleurs que c'est seulement en 58, c'est-à-dire après, qu'on va créer la justice civile des mineurs. Il aura fallu passer par le constat que des enfants en difficulté éducative passaient à l'acte délinquant, pour se dire « Ah, mais il y a peut-être aussi des enfants en danger qui ne sont pas passés à l'acte délinquant. » Donc, le lien entre les deux, il est historique, il est évident, mais, curieusement, il peine à être reconnu, effectivement. Et on voit bien les réticences que peuvent avoir les conseils départementaux quand ils sont intervenus auprès d'un mineur en protection et que ce mineur passe à l'acte pénal pour le reprendre en charge une fois que la réponse pénale a eu lieu, pour ne pas le rejeter, ne pas le stigmatiser. Et tout ce travail de relation
entre ces deux univers me paraît extrêmement important. C'est pour ça que j'avais effectivement souhaité qu'il y ait une mise à disposition, par exemple, de TP d'éducateurs de la PJJ au sein des cellules de recueil de l'information préoccupante pour que chacun, je dirais, se perméabilise à la connaissance et à l'expérience de l'autre. C'est pour ça aussi que je me réjouis que l'école de la PJJ soit tellement investie en protection de l'enfance que finalement elle en vient presque à former un certain nombre d'interventions en protection de l'enfance, dans le secteur associatif habilité comme dans les départements. Et je crois aussi qu'il est essentiel que dans la formation des cadres de la protection judiciaire de la jeunesse, on ait constamment à l'esprit cette nécessité de lien à créer avec les départements, avec les juridictions, sur les cas les plus lourds, pour les penser ensemble et permettre cet aller-retour dont je parlais. Il y a un signe dans le Code de justice pénale des mineurs qui a été donné en ce sens, c'est qu'il y a un article qui dit que le procureur de la République peut parfaitement, s'il estime que c'est suffisant, donner à une réponse, à un acte pénal, une réponse purement civile. Et je dirais que ça résume un petit peu ma conception, en tout cas la conception qui me paraît bien convenir de cette relation permanente entre protection et justice pénale des mineurs. Et évidemment qu'avec tout le rôle que doit jouer la PJJ en termes d'investigation, connaissance de la personnalité, approfondissement psychologique, relations familiales, interaction avec la famille qui est essentielle dans la compréhension d'un passage à l'acte pénal comme d'un parcours de mineur quel qu'il soit, ça a une importance très particulière.